Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons débuter la théorie de notre premier auteur à l'étude pour la session, René Descartes. René Descartes est un auteur du XVIIe siècle, c'est un auteur français. René Descartes, c'est très français. Il est extrêmement important dans la tradition de la pensée parce qu'il va opérer ce qu'on nomme des méditations, c'est-à-dire des réflexions sur les fondements de nos connaissances. Alors René Descartes, il est, comme je l'ai déjà mentionné avant, très au courant de ce qui se produit avec la révolution copernicienne, et il faut voir que ça bouleverse tellement les idées reçues et qu'il est en train de se passer quelque chose de gigantesque dans le savoir humain, que Descartes aura pour mission, dans le fond, de fonder cette science nouvelle, c'est-à-dire de l'établir sur des bases rationnelles et, espérons-le, véritables. Pourquoi? Essentiellement pour éviter que cela se reproduise dans le futur. Parce qu'imaginez qu'avec Copernic et Galilée, justement, nous croyons que, effectivement, le système solaire, voire le cosmos, est héliocentrique. Et nous partons sur ce pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et un jour, un autre Copernic numéro 2 et Galilée numéro 2 débarquent et font non, nous étions complètement dans le champ encore une fois. Il va falloir tout changer notre vision du cosmos, refaire dans le fond nos méthodes pour parvenir à mieux connaître la nature, parce que même si ça semblait beau, Copernic et Galilée, c'était encore une fois faux. Et là, ça serait un peu chiant, excusez l'expression, mais il faudrait recommencer à nouveau parce que on n'aurait pas pris la peine d'examiner si nous travaillions avec les bonnes méthodes. Et grosso modo, ce que va vouloir faire Descartes, c'est trouver une méthode permettant de fonder la science nouvelle sur des bases solides. Et vous allez voir que c'est gigantesque, c'est extrêmement profond, et que ça bouleverse beaucoup de nos préjugés, de notre double ignorance. Alors oui, ici, citation de René Descartes. Alors c'est M. Descartes que vous voyez ici. Vous allez revoir son visage souvent pendant les vidéos. Alors ici, c'est en anglais. Hein? It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Si on traduit, ce n'est pas assez d'être intelligent pourvu d'une bonne intelligence. Hein. La chose importante, c'est de savoir s'en servir comme il faut. Et c'est ce que va tenter de faire Descartes. Alors avec la crise copernicienne, je vous ai placé ici quelques petites citations, juste pour vous montrer que pour certains esprits de l'époque, entre autres pour John Donne et Pascal, qui sont des contemporains de Descartes, c'est extrêmement troublant ce qui est en train de se produire. John Donne écrit « La philosophie nouvelle rend tout incertain ». Pas simplement la loi de la chute des corps ou le modèle en quelque sorte héliocentrique, géocentrique. Hein. Tout incertain. Tout est en morceaux. Toute cohérence a disparu. Plus de rapports justes. Rien ne s'accorde de plus. En fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça, John Donne? Il dit ça parce que c'est pas simplement la vision du cosmos qui est mise à mal. C'est toute la tradition qui est mise à mal. Depuis fort longtemps, dans la tradition, dans les universités, dans les écoles, entre scientifiques, on répand une mauvaise idée. Mais c'est pas simplement ça encore qui est problématique. Si vous savez, par exemple, qu'à cette époque, bien sûr, l'Église est encore extrêmement prenante, très puissante. Elle l'est encore aujourd'hui, mais à cette époque, le politique et le religieux sont très, très, très souvent étroitement associés, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et vous savez, par exemple, que si vous prenez la Bible et que vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il est indiqué que Dieu a fixé la terre au centre immobile et fixe. C'est-à-dire que dans la Bible, on retrouve, si vous voulez, une valorisation du système géocentrique. Alors vous allez dire, oui, c'est un peu stupide. Oui, mais c'est que ça prend tellement de place à l'époque, c'est que vous avez une conception scientifique du monde et vous avez aussi une conception religieuse du monde, qui nous dit c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, comment se comporter dans la vie. Et cette conception religieuse-là, à l'intérieur du document qui la présente, on a justement
en une représentation légitimée du géocentrisme qui s'avère être fausse. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises à mal avec la révolution copernicienne. L'autorité de l'Église est mise à mal, l'autorité des universités est mise à mal, l'autorité des anciens professeurs, etc., est mise à mal, la tradition est mise à mal. Or, quand vous coupez court avec la tradition, grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous perdez par le fait même votre identité. Parce qu'en partie, votre identité, elle est constituée par votre passé et plus loin dans le passé, par les autres générations, etc., etc. Et vous voyez donc en quelque sorte le monde s'écrouler autour de vous, vos repères, ce qui faisait du sens. D'où l'idée ici, toute cohérence a disparu. Ce qui faisait du sens, tout ça, ça sombre tranquillement et on se ramasse justement dans un monde où, comme le dit M. Alexandre Coiré, l'homme a perdu sa place. Okay? Un monde inconnu, étrange. Okay? Et regardez M. Coiré, ce qu'il dit, hein, l'homme a perdu le monde même. Écoutez, il a perdu le monde. C'est ça qu'il a perdu. Il a perdu ce qui formait le cadre de son existence et l'objet de son savoir. C'est-à-dire que mes points de repère pour savoir ce que sont les choses et qui je suis, moi, dans ce monde, c'est parti en éclats. Alors, c'est gros. Alexandre Coiré, ce n'est pas un contemporain de Descartes, c'est un philosophe des sciences qui a vécu au 20e siècle, mais c'est un spécialiste de l'histoire de la science et de la philosophie, et il a écrit ça dans une œuvre très importante au 20e siècle, qui est très connue par les philosophes. Et vous avez Blaise Pascal, qui est un contemporain de Descartes, lui qui va écrire « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». De quoi est-ce qu'il parle ici? C'est qu'on réalise aussi avec la révolution copernicienne que le monde est beaucoup plus grand et vaste que ce que l'on croyait, à la fois dans l'infiniment petit, parce qu'on va développer des outils technologiques pour de mieux en mieux voir dans l'infiniment petit. En même temps, avec le télescope, on voit de plus en plus loin. On comprend qu'il y a des très grandes distances tranquillement. C'est pas encore comme au 20e siècle, mais l'idée est en marche. Et vous voyez, Pascal se dit, entre ces espaces-là, entre l'immensément grand et l'immensément petit, il y a une espèce de silence. On ne comprend pas ce que ça signifie. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Vous voyez, si vous posez la question « Qui je suis? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Okay? Comment cela est-il advenu? » Donc, les grandes questions philosophiques. Et bien, ce que dit Pascal, c'est que si vous tendez l'oreille, il n'y a personne qui répond. C'est silencieux. Et vous n'avez donc plus de réponse à ces grandes questions-là. Et ça peut bien sûr pour plusieurs être troublant. Descartes, devant l'immensité de ces questions, va tenter de trouver des solutions. Alors Descartes, avide de connaissances et de vérité, s'interroge sur la place de la science nouvelle dans la connaissance humaine. La science nouvelle étant celle de Galilée et de Copernic. Il approuvait le projet de Galilée de rendre compte de la nature en langage mathématique, c'est-à-dire que tous les phénomènes doivent pouvoir s'expliquer par des raisons mathématiques, par des figures et des mouvements conformément à des lois. Il affirme ainsi que l'univers dans son ensemble est susceptible d'une interprétation mathématique. Galilée, vous allez le voir dans quelques instants, nous dit si on veut véritablement connaître le monde, il faut utiliser la mathématique et faire comme ce que Copernic a fait pour justement s'assurer de notre savoir. Mais il y a un problème. Okay? Le véritable problème, c'est que Galilée n'a pas su fonder son savoir devant le tribunal de l'Inquisition. En fait, on l'a vu avec le cours sur la révolution copernicienne, Galilée a passé devant le tribunal et il n'a pas pu convaincre les gens que Copernic avait raison et que lui aussi, il avait raison. C'est ce que Descartes veut faire. Il veut trouver le moyen de convaincre les gens que cette révolution, elle est vraie. Alors, son projet à Descartes, c'est de fonder la science nouvelle et de mettre en déroute la querelle portant sur la possibilité d'une science certaine, fondée sur des raisons indubitables, c'est-à-dire qu'on ne peut mettre en doute. Alors lui, ce qu'il veut faire, c'est trouver, encore une fois, des fondements sûrs, certains à cette science, dont personne ne pourra douter. Alors dans une célèbre lettre à Mersenne, Mersenne, c'est un prêtre, à l'époque, un intellectuel, qui avait une grande correspondance avec beaucoup d'autres intellectuels en Europe, dont Descartes.
Et donc, Descartes va écrire un jour à Mersenne que Galilée, du fait qu'il adopte la méthode de la physique mathématique, il raisonne mieux sa connaissance de la nature qu'Aristote et les scolastiques. Autrement dit, il arrive à mieux comprendre comment fonctionne la nature que ce que les anciens en savaient et de la manière dont ils fonctionnaient. Mais il se contente, Galilée, il se contente en général de déduire utilement quelques effets particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Galilée, en fait, comme on l'a vu, il fait plein de petites expériences à gauche et à droite. Donc, la chute des corps, ça ne marche pas comme Aristote nous le disait. Quand on regarde avec un télescope, on voit qu'il y a d'autres centres de rotation. Il y en a un autour de Jupiter avec les lunes de Jupiter, etc., etc. Mais, donc, il prend des petites expériences à gauche et à droite, mais il ne va pas plus loin, plus en profondeur, si vous préférez. Ce qui montre, conclut Descartes, qu'il n'est pas remonté à la considération des causes et des principes. Autrement dit, il n'est pas aller jusqu'à la base de sa méthode pour montrer rationnellement en quoi sa physique mathématique nouvelle, elle est certaine. Donc, c'est pour ça que Descartes dit que sa physique, elle est sans fondement. On ne voit pas pourquoi on devrait croire avec sa physique à Galilée, on devrait croire pourquoi il a plus raison qu'Aristote. C'est ça, le tribunal de l'Inquisition, c'est pas une farce non plus jusqu'à un certain point. Je veux dire, il y a des gens sérieux là-dedans. Ils représentent bien sûr l'autorité et bien sûr aussi ils représentent l'Église, mais vous avez à l'intérieur de ça des grands intellectuels. Et vous avez des intellectuels qui transportent la tradition aristotélicienne avec eux. Et dans le fond, ils questionnent. Ils ont questionné Galilée. Et Galilée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regardez, il y a ça à gauche, il y a ça à droite, il y a ça en haut, il y a ça en bas, mais il n'arrive pas à synthétiser, à opérer une synthèse de tous ces éléments pour montrer avec certitude que les conclusions qu'il tire, du genre « la Terre n'est pas au centre », sont certaines. OK, d'accord, peut-être qu'Aristote s'est trompé sur la chute des corps, mais ça ne signifie pas, parce qu'il s'est trompé sur la chute des corps, que le Soleil est au centre et qu'il ne bouge pas. Il y a un step là, qui ne marche pas. Et Galilée ne peut pas combler ce vide, cette marche. Et Descartes voudra le faire. Alors, si vous voyez ici ce petit diaporama, il est extrêmement important et il est très simple. Parce que vous avez en haut une citation de Galilée. Je la lis. « Les mathématiques constituent un carrefour, c'est-à-dire un lieu de rencontre, où la raison humaine rencontre la raison divine. » Oh, ça, c'est pas n'importe quoi. De telle sorte que si Dieu sait infiniment plus de choses que nous, le peu que nous savons, nous les mortels, les mathématiques nous le font atteindre avec autant de clarté et de certitude que lui. Ce que Galilée dit, c'est que si on utilise la mathématique comme il faut, et que si on l'utilise pour comprendre la nature, eh bien, nous allons arriver à comprendre la nature avec autant de clarté et de certitude que Dieu lui-même, qui est le grand créateur et qui a constitué la nature. Ah, c'est pas rien. Donc, vous voyez, les mathématiques représentent un carrefour où trois choses se rencontrent. Dieu, l'homme et la nature, ou le monde, si vous préférez. Et les mathématiques nous permettent d'unir les trois. Ils sont les garanties de la vérité. Et c'est avec les mathématiques, je le répète encore une fois, que Copernic a changé la position de la Terre par rapport à son lieu traditionnel. Ah, c'est super beau quand on dit ça. Einstein sera d'accord avec ça. Einstein, avec sa célèbre formule que tout le monde connaît, E égale mc2, donc l'énergie est égale à la masse fois la constante de la vitesse de la lumière au carré. Einstein a déjà écrit quelque part qu'il avait surpris le grand jardinier en plein travail lorsqu'il avait découvert cette formule. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le grand jardinier, bien sûr, c'est Dieu, en plein travail. Autrement dit, par l'utilisation de la mathématique, E égale mc2, c'est de la mathématique, il nous dit, ce que j'ai à l'esprit, c'est pas simplement de l'imaginaire humain, c'est pas simplement une invention de l'être humain, comme quand je pense à une licorne ou au Père Noël. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Quand j'ai E égale mc2 à l'esprit, j'ai une formule me permettant de comprendre énormément de choses
du monde. Et cette formule, pour Einstein, elle vaut autant ici-bas sur la Terre qu'à 3 milliards d'années-lumière d'ici, qu'à 13,7 milliards d'années d'ici. En fait, c'est une loi cosmique. Ça gère comment l'univers fonctionne. C'est quand même assez exceptionnel, parce que ça reste quand même un petit Homo sapiens, un petit primate, sur une petite planète Terre, dans un univers immense qui va découvrir, dans son petit cerveau, une formule permettant d'expliquer des choses dans l'entièreté du cosmos. Comment est-ce que c'est possible? Galilée, lui, ce qu'il croit, c'est que parce que, si vous voulez, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a utilisé la mathématique, entre autres. Et lorsqu'il a créé l'homme et qu'il a créé son âme, il lui a donné certains outils pour pouvoir comprendre le monde. Et quand l'homme utilise les outils donnés par Dieu comme il faut, il comprend le monde tel que Dieu l'a conçu lui-même. C'est quand même assez exceptionnel. C'est super beau, Galilée. Je peux vous dire qu'il y a énormément de scientifiques aujourd'hui encore qui sont tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça explique en partie comment l'homme est capable de comprendre des choses si vastes, de manière si précise et avec autant de clarté. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que Dieu, à quelque part, nous ait donné un outil pour comprendre lui-même comment il a compris le monde. D'accord, c'est très beau, mais ça reste une croyance. Et c'est ça le problème. C'est que Descartes dit « ça ne peut pas que rester une croyance. Il faut valider cela. Il faut montrer que c'est vrai. » Alors, vous voyez déjà ce qu'il va falloir faire? Il va falloir montrer différents éléments de cette formule et les justifier avec raison en vérité. Okay? Parce qu'on pourrait poser une question fort simple, qui a l'air tout à fait naïf, et vous allez comprendre tantôt que c'est vraiment pas naïf. Je pourrais poser la question, c'est bien beau, Galilée, d'accord, on utilise la mathématique, Dieu parle la mathématique, on parle la mathématique, on parle le langage de Dieu, on comprend le monde comme Dieu, c'est cool, mais qu'est-ce qui m'assure, moi, que par exemple 2 plus 2, ça fait véritablement 4? Et je vous pose la question, comment savez-vous que 2 plus 2, ça fait véritablement 4? Parce que peut-être qu'en réalité, ça fait 5. Là, vous dites, ben non, parce que les professeurs nous disent que ça fait 4, parce que tout le monde nous dit que ça fait 4, parce que regarde, si tu prends 2 verres sur la table, puis il y a 2 autres verres à côté sur la table, ça fait 4. D'accord, possible. Okay. Mais vous allez voir tantôt que Descartes va vous montrer que ce sont des croyances que vous avez, et que, comme pour la question « est-ce que la Terre tourne? Okay, », que vous n'êtes pas capable de les fonder en vérité. Et ça, on verra ça tantôt. Et donc, Descartes, ce qu'il va vouloir faire, c'est qu'il va vouloir démontrer avec certitude que la mathématique nous permet de découvrir des vérités sur le monde. Ici, j'aurais pu mettre vérité avec un grand V, des vérités absolues. Il faut démontrer qu'il y a un monde qui est bel et bien réel. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je dis ça, là, ça peut sembler bizarre. Okay? Mais il faut montrer que le monde ou la nature sont réels et que bien sûr, ils peuvent être compris en vérité par les mathématiques. Et Descartes va vouloir démontrer 2 autres choses. Que Dieu et l'âme existent véritablement. Si vous avez bien saisi depuis le début, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à la fin du cours sur Descartes, je vais vous montrer que les mathématiques sont une vérité, que le monde existe réellement, et je vais vous montrer que vous, petits Homo sapiens, vous avez une âme, que cette âme, elle n'est pas de la même nature que votre corps. Et je vais vous montrer aussi que Dieu existe réellement. Et pour vous montrer que Dieu existe réellement, je ne vais utiliser aucun argument provenant d'une religion quelconque, simplement en utilisant la raison. Alors, par où commencer lorsqu'on veut réaliser cet exploit, en quelque sorte? Comment faire? Vous voyez ici, c'est pas si évident. Si je vous posais la question de savoir, est-ce que Dieu existe? Comment allez-vous faire pour me montrer que oui ou non, avec certitude? Est-ce qu'on a une âme, nous, les humains? Quand je parle d'âme, j'entends quelque chose qui n'est pas exactement pareil comme le corps et qui n'a pas exactement les mêmes attributs. Est-ce que vous pouvez me démontrer que vous avez une âme? Avec certitude. Si je vous demande les mathématiques sont-elles exactes? Si je vous pose la question tantôt, est-ce que 2 plus 2, ça fait véritablement 4 dans l'absolu? Vous allez faire comment?
Vous allez commencer par où? Vous voyez, c'est pas simple. C'est facile de poser ces questions, mais c'est pas simple d'y répondre. C'est exactement pourquoi j'ai placé ici l'image d'un labyrinthe. Parce qu'en fait, on peut se perdre hein? Quand on se pose ce genre de questions-là. C'est vraiment pas évident. On peut commencer par prendre un chemin, puis à un moment donné, frapper un mur et se dire « Ah non, faut que je recommence. Là, je suis pogné ici, je vais repartir de l'autre côté, je vais revenir au point de départ, blablabla, blablabla. » Et c'est pas si évident. Et le labyrinthe, c'est une belle métaphore pour exprimer un peu, en quelque sorte, les dangers de s'enfoncer, si vous voulez, dans les dédales de l'esprit. Okay? Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, les dédales de l'esprit. Vous savez que Dédale, dans la mythologie grecque, c'est lui qui a fabriqué le labyrinthe pour le roi Minos. Pourquoi? Alors, je vais faire court là-dessus, mais c'est quand même une belle histoire, hein, parce que, tout simplement, le roi Minos n'avait pas sacrifié un taureau, un magnifique taureau que Poséidon lui avait donné pour des raisons X, et Poséidon, c'est qu'il est le dieu de la mer, lui avait demandé de le sacrifier. Il trouvait le taureau tellement beau qu'il ne l'a pas sacrifié. Et on ne fait pas ça, parce que quand un dieu nous demande quelque chose, on ne va pas contre sa volonté, parce que ça pourrait mal tourner. Et c'est exactement ce qui va arriver ici. Ce que va faire Minos, c'est qu'il va, si vous voulez, ensorceler, ce que va faire Poséidon, excusez-moi, c'est qu'il va en quelque sorte ensorceler la femme de Minos. Et la femme de Minos, alors si je me souviens bien, son nom c'est Pasiphae. Pasiphae, imaginons que c'est ça, va tomber amoureuse du taureau. Ah oui, je sais, c'est très bizarre, c'est une humaine qui tombe amoureuse du taureau. Et elle va copuler avec le taureau blanc. Et elle va tomber enceinte de ce taureau. Et donc, elle va à un certain moment enfanter d'un être qu'on appelle le Minotaure, qui est mi-humain, mi-taureau, qui est donc un monstre, qui est extrêmement dangereux. Et pour pouvoir s'en débarrasser, Minos va demander à Dédale, qui est un architecte, qui est le représentant par excellence de l'architecte, de celui qui a un esprit créatif, innovatif, qui est techniquement très puissant. Donc, il va lui demander de construire le labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Et c'est ce que va faire Dédale. Et ce labyrinthe est si bien fait que quiconque rentre à l'intérieur ne peut pas en sortir. Et le grand danger, bien sûr, c'est que si vous rentrez dans le labyrinthe, vous risquez de rencontrer le Minotaure. Et si vous rencontrez le Minotaure, eh bien voilà ce qui vous attend. En quelque sorte, on peut dire, bien sûr par métaphore, que s'enfoncer dans les dédales de l'esprit, ça peut engendrer un risque, celui d'être dévoré par un monstre, c'est-à-dire de celui de se perdre, de devenir mélangé, de flirter en quelque sorte avec la folie. En fait, attention, là, n'allez pas croire nécessairement que parce qu'on pense trop, on va développer une maladie mentale. Je n'ai jamais vu ça chez personne. En psychiatrie, je n'ai jamais vu personne dire que parce que quelqu'un avait trop pensé qu'il est devenu fou. C'est plutôt un mythe. On ne devient pas fou, on ne deviendra pas schizophrène parce qu'on pense trop. Mais il est vrai, par exemple, qu'on peut se perdre, c'est-à-dire plus trop savoir exactement ce que l'on croit, plus trop savoir qu'est-ce qui est vrai ou non. Et par métaphore, encore une fois, c'est un peu comme se faire dévorer par le monstre. C'est-à-dire que en voulant détruire nos préjugés, on se ramasse, dans le fond, à ne plus savoir qu'est-ce qui est et qui l'on est. Et donc, en quelque sorte, à se perdre soi-même, ce qui revient, par métaphore, à être dévoré par un monstre. Vous voyez, donc, l'analogie, elle est belle. Et vous savez que dans la mythologie grecque, il y a un personnage très important qui va justement aller combattre le Minotaure, qui se nomme Thésée. Et Thésée, pour y arriver, va avoir l'aide d'une femme qui s'appelle Ariane. Et Ariane va demander à Dédale, qui a construit le labyrinthe, comment faire pour faire en sorte que Thésée ait combattre le monstre et qu'il puisse ressortir vivant, sans mourir à l'intérieur du labyrinthe. Et vous connaissez sans doute l'histoire. Dédale va dire à Ariane, prends une bobine de fil, donne-en un bout à Thésée et reste à l'extérieur. Et Thésée, en déroulant la bobine, va pouvoir, une fois qu'il aura combattu le monde, suivre le fil à rebours pour revenir, si vous voulez, à la vie normale, en ayant réussi. En quelque sorte, lorsque je vous pose la question, par où commencer, il nous faut ce fil d'Ariane. Il nous faut ce fil qui va nous permettre de ne pas nous perdre à l'intérieur et d'acquérir une victoire, de revenir victorieux. C'est beau, hein?
OK. Quelle sera cette méthode que va utiliser Descartes? En fait, Descartes nous dit ici, la philosophie, c'est la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Alors, quand Descartes utilise le terme lumière naturelle, il veut parler de la raison. Donc la philo, c'est chercher la vérité de façon rationnelle. Et pour y parvenir, elle doit élaborer une méthode. Car la méthode est la voie que l'esprit doit suivre pour atteindre la vérité. Vous savez, méthode en grec, on dit méthodos. Et méthodos en grec, ça se traduit par chemin. Donc, on a besoin d'un chemin qui va nous permettre d'atteindre la vérité. La méthode est le point de départ de toute philosophie, car elle prépare notre entendement, on peut ici dire notre raison, pour juger en perfection de la vérité et nous apprend à régler nos volontés en distinguant les choses bonnes d'avec les mauvaises. Si on a une bonne méthode, on sera en mesure de distinguer le vrai du faux. Et donc, quelle sera cette méthode? Excusez-moi, cette méthode sera celle qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité grecque. Ce sera la méthode, appelons-la, du scepticisme. Mais ce sera un scepticisme cartésien, c'est-à-dire un scepticisme un petit peu spécial. Alors, vous savez, quand on dit que quelqu'un est sceptique, ça veut dire, tout de suite à l'esprit, on a, c'est quelqu'un qui doute, qui n'est pas certain. Le sceptique, par définition, ce qu'il veut faire, c'est mettre à mal toute croyance prétendant être vraie. Donc, un vrai sceptique, c'est quelqu'un qui va élaborer des arguments pour toujours détruire toute croyance passant pour certaine, afin de justement démontrer qu'il s'agit d'une croyance et non pas de la vérité. Donc, un sceptique pur et dur va prendre pour acquis qu'il n'y a pas de vérité accessible à l'être humain, peu importe le domaine, parce qu'on peut toujours démontrer d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas certain. Okay? Alors, Descartes va emprunter les outils des sceptiques, mais contrairement à eux, son but ne sera pas de demeurer dans le doute, mais de parvenir à la vérité avec un grand V. Alors, il y aura 3 caractéristiques de ce doute cartésien. Je vous les nomme. 1, c'est un doute méthodique. Alors, ce doute est un moyen et non une fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but du doute, c'est pas de douter de tout, comme chez les vrais sceptiques, mais de parvenir à sortir du doute. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. On va utiliser le doute pour sortir du doute. On va douter d'un paquet de choses jusqu'au moment où on ne pourra plus douter de quelque chose, et là, on sera sorti du doute, et là, on aura atteint une vérité. C'est un doute hyperbolique. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez voir, c'est un doute excessif. Descartes va remettre en question tout ce qui comporte le moindre sujet de douter. Dès qu'il y aura la possibilité d'introduire un moindre doute dans une croyance, ça sera suffisant pour la révoquer, c'est-à-dire pour la retirer comme, si vous voulez, candidat à la vérité. Si on trouve le moindre soupçon de doute sur une affirmation, bang, on la retire. C'est fini, on dit, toi, tu n'es pas une vérité, bye bye. C'est un doute radical. Ça veut dire quoi, dernier lieu? C'est que ce doute s'attaque au fondement de nos connaissances, aux racines de notre savoir. Parce que radical, ça dérive étymologiquement de racines. Ce sont des mots de même famille. Donc, on va s'attaquer aux racines de nos connaissances, de notre savoir. Si vous allez voir ce que va faire Descartes, ça ne sera pas simplement de commencer à douter de toutes les choses possibles. Par exemple, vous ne voyez pas mon bureau ici, mais sur mon bureau, il y a un verre. À côté, il y a une souris d'ordinateur. Et étrangement, il y a un tournevis qui traîne sur mon bureau, peu importe. Et là, si je commençais à dire, est-ce que ce verre est véritablement plein? Peut-être pas, ça dépend de ce que j'entends par plein, blablabla. Est-ce que cette souris est véritablement sur la table à côté de moi, à ma droite? Est-ce que ce tournevis, il est effectivement pesant ou non? Est-ce qu'il est bel et bien sur la table? Est-ce que, si je ne regarde plus ce tournevis, il est encore là? Peu importe le type de question qu'on peut poser,
On ne fera pas ce genre de démarche parce qu'on finirait jamais. Parce que des objets sur lesquels on peut appliquer un doute, il y en a des milliards. Et ça n'aura aucun sens. Et c'est pour ça que ce sera un doute radical. Parce que l'idée, ça ne sera pas de prendre chacun des éléments un par un. Vous allez voir ce qui va se produire. On va faire des grandes synthèses et on va attaquer les racines de nos connaissances en critiquant ce qui nous permet de connaître quoi que ce soit. Bon, pour tout de suite, je me doute que c'est un peu obscur pour vous, mais vous allez très bien saisir tantôt de ce dont il est question. Ensuite, Descartes nous dit donc, ça nous l'avons vu, excusez-moi, nous dit ici, je déracinais, voyez l'idée, donc je déracine. C'est une métaphore, mais c'est une belle métaphore. Je retire du sol. Je déracinais cependant de mon esprit toutes les erreurs qui avaient pu s'y glisser auparavant. Non que j'imitasse en cela les sceptiques, qui ne doutent que pour douter, car au contraire, tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc ou l'argile. Très belle métaphore ici, parce que Descartes nous dit, je ne fais pas que douter pour douter. Ce que je veux, moi, c'est trouver le roc ou l'argile. Alors vous allez entendre le son, le roc ou l'argile, c'est une base solide sur laquelle on peut édifier quelque chose. Et cette base ne devrait pas bouger et les choses que nous allons édifier ne s'écrouleront pas. C'est pour ça que je vais rejeter la terre mouvante et le sable. Vous voyez, c'est une métaphore. Hein? Tout ce qui est flou, tout ce qui est douteux, etc., on retire ça pour trouver une base solide pour constituer le savoir nouveau. Une autre citation de Descartes. « Comme nous avons été enfants avant que d'être hommes, et que nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n'avions pas encore l'usage entier de notre raison, plusieurs jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité. » La métaphore, elle est excellente. Descartes est génial pour ça. Non? Nous avons été enfants avant que d'être hommes. Qu'est-ce que ça fait, les enfants? Les enfants, c'est en quelque sorte instinctivement déterminé à croire ce que les anciens, les adultes, les autorités vont leur dire. Et un enfant, ça n'a pas la possibilité de raisonner de manière autonome. Pourquoi? Biologiquement, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de se développer et la raison n'est pas encore complètement instituée. Et vous voyez, il ajoute un autre point. Nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens. Les enfants aussi, donc, vont croire ce qu'ils perçoivent très rapidement. Les enfants ne se posent pas de questions sur leur perception. Qu'est-ce que nous percevons? Nous percevons que le soleil se lève et que le soleil se couche. Et les enfants font confiance à ce qu'ils perçoivent avec leur sens et croient que c'est vrai. Ma fille, elle croit que c'est vrai. C'est tellement drôle, les enfants, d'ailleurs, que si un jour vous en avez, vous allez pouvoir... C'est très, très, très cute et c'est adorable. Mais d'un point de vue rationnel, c'est complètement faux, voire stupide. Vous voyez, par exemple, on se promène sur une route de campagne, en auto, et ma fille regarde au loin dans le champ, et elle parle tout le temps en arrière, tout seul, elle a 2 ans et demi, et elle dit « Papa, il y a des chiens dans le champ, papa! » Puis là, on regarde, et ça, il n'y a pas de chiens, où sont les chiens? On cherche les chiens, et elle va mener en regardant comme il faut, on voit au loin, on voit quoi? On voit des taches blanches avec des points noirs. D'après vous, c'est quoi? Ce sont des vaches. Sauf que comme elles sont assez loin, elles nous apparaissent comme ayant à peu près un pied et demi de long. Et ma fille ne fait pas cette opération rationnelle qui lui permet de dire « Attention, parce que c'est loin, j'ai une fausse perception de la vérité de la chose. Parce que si je me mets à m'approcher, je vais voir que cette chose commence à grandir et que ce n'est pas un chien, mais une vache. » Tous les enfants, peut-être pas tout, mais beaucoup d'enfants vont vous dire un jour, quand vous allez vous promener le soir, « Papa, maman, la lune me suit. » Et c'est magnifique, mais la lune ne te suit pas pantoute. C'est nous qui nous déplaçons. Et c'est toi qui, en voyant la lune, tu as l'impression qu'elle se déplace, mais c'est parce que c'est toi qui se déplace. C'est une illusion. Mais tu crois ce que tu vois. Et il y a un paquet de choses comme ça. Okay? Il croit à toutes sortes de choses. Et vous aussi, vous croyez toutes sortes de choses. Je suis sûr que si vous regardez autour de vous dans cette pièce, vous allez voir plusieurs objets avec des couleurs. Et je suis sûr que vous êtes assez naïf et vous croyez que les couleurs sont véritablement dans les objets que vous voyez. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas. Nous y reviendrons tantôt. Alors, Descartes dit, nous devons entreprendre de douter une fois en notre vie de toutes les choses où nous trouverons le moindre soupçon d'incertitude. Je pense que vous avez compris cela.
Parce qu'alors je désirais vaguer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose qui fût entièrement indubitable. Concept extrêmement important que je vais réutiliser pour la suite du cours sur Descartes. Ce qui est indubitable pour Descartes, c'est ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être indubitable? Ça veut dire ce dont on ne peut remettre en doute. Donc, c'est le contraire de ce qui est douteux. L'indubitabilité, c'est ce qu'on ne peut plus remettre en doute et c'est pour Descartes synonyme de vérité. Alors, Descartes écrit, il est requis, outre cela, de savoir que toutes les choses que nous concevons clairement et distinctement sont vraies selon que nous les concevons. Okay? Pour Descartes, donc, tout simplement, il croit, Descartes, que si nous arrivons à concevoir une chose clairement et de façon très distincte, sans la mélanger avec autre chose, ça sera un critère de vérité. Il est très évident que tout ce qui est vrai est quelque chose. Et j'ai déjà amplement démontré ci-dessus que toutes les choses que je connais clairement et distinctement sont vraies. Okay? Et quoique je ne l'eusse pas démontré, toutefois la nature de mon esprit est telle que je ne me saurais empêcher de les estimer vraies pendant que je les conçois clairement et distinctement. Alors, tout simplement ce que ça veut dire, mais ça reste important. Quand nous allons douter tranquillement de tout, nous devrions idéalement arriver à des choses qui vont nous apparaître très claires, très distinctes. Ces choses seront à la fois indubitables et le tout ensemble sera une vérité absolue. Alors vous voyez toujours dans cette représentation que Descartes tient un livre ici dans ses mains qui se nomme « Les méditations métaphysiques ». Alors c'est de cet ouvrage dont il sera question dans le cours. Alors, j'ai déposé dans les documents distribués cet ouvrage au complet, s'il vous intéresse. Je vous conseille fortement de lire la première et la seconde méditation. La première méditation va reprendre des éléments dont j'ai déjà parlé et vous allez aussi voir des choses qui vont venir par la suite. La seconde méditation portera aussi sur des éléments que nous verrons par la suite, la troisième, etc. La première et la seconde méditation sont abordables aux étudiants et je pense qu'elles sont facilement compréhensibles. Si vous êtes intéressé à poursuivre la lecture, à partir de la troisième méditation, je vous le dis, ça devient plus compliqué. Le jargon, il n'est pas facile quand on n'a pas étudié en philosophie. Il y a des termes qui sont difficiles à saisir. Donc, je n'imposerai pas la lecture des méditations métaphysiques, mais je vous recommande fortement au moins de lire la première méditation parce qu'elle est courte et elle se comprend très bien. Et vous pouvez aussi, si ça ne vous tente pas de lire, vous pouvez aussi les écouter sur YouTube parce qu'il y a des types qui en font la lecture. C'est pas long la première méditation, c'est quelque chose comme 12 minutes et ça vous plonge dans le contexte de Descartes et c'est excellent. Okay? Bon, je ne poserai pas de questions d'examen sur la lecture des méditations. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel, je ne peux pas faire la lecture avec vous et je ne peux pas vous aider directement avec vous. Donc, j'ai peur qu'il y ait trop de zones obscures et ça pourrait nuire. Alors, on va laisser faire ça. Mais sachez que ce qui se produit à partir de moment, les citations que nous allons lire à partir de ce moment, sont des citations tirées des méditations métaphysiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, méditation métaphysique? Allons-y. OK. Je lis « Les méditations métaphysiques est une œuvre majeure de Descartes et de la philosophie occidentale. On peut dire d'elle qu'elle est à la fois une étude épistémologique, métaphysique et ontologique. » Ouch! 3 mots que vous utilisez à tous les jours dans votre vocabulaire, j'en suis certain. Regardons ce que ça signifie. C'est pas compliqué. Épistémologie, ça vient du grec épistémé et logos, épistémologie. Et ça signifie, grosso modo, une étude de la science. Il s'agit d'une étude critique de la science pour déterminer la valeur objective de ses principes et de ses résultats. Autrement dit, c'est une étude, grosso modo, de comment fonctionne la science, sur quoi elle repose, quels sont ses fondements, okay? Comment fait-elle pour parvenir à des connaissances, quelle méthode utilise-t-elle,
etc., etc. Donc, on étudie la science, épistémologie. Alors, Descartes va étudier justement les méthodes de la science pour voir si elles sont vraies ou non. Alors, le titre du livre, c'est Méditation métaphysique. Donc, le concept important, c'est métaphysique. Métaphysique, ça provient de méta. Alors, méta, on peut le traduire par après, on peut le traduire par au-delà aussi, et physica, qui dérive de physis et qui signifie nature. Donc, cette métaphysique, c'est quelque chose qui se situe au-delà de la nature perceptible par nos sens. Donc, il s'agit à la fois de l'étude des causes premières de la science qui ne sont pas présentes dans la nature. Okay? Exemple, les mathématiques. Les mathématiques, ce ne sont pas des objets que l'on voit dans la nature. Écoutez-moi bien quand je dis ça. Okay? Je vais y revenir tantôt. Mais si je prends la formule E égale MC2, je ne la vois pas avec mes yeux dans la nature. Quand je regarde, par exemple, les étoiles, je regarde la forêt, je vois des arbres, je vois des couleurs, je vois des formes, je vois du bois, je vois, etc. Je ne vois pas E égale MC2 avec mes yeux. Okay? Donc, les mathématiques, ce sont des objets de l'esprit, mais qu'on ne perçoit pas avec nos sens. Pour que tout le monde me comprenne bien, qu'on ne perçoit pas avec les yeux, qu'on ne perçoit pas par le toucher, par l'odorat, par l'ouïe, par le goût. Personne ne goûte une mathématique. Okay? Personne touche un plus ou un moins. Ce sont des opérations que nous effectuons dans notre esprit. Alors, ce sont des objets métaphysiques. Et donc, il importe de savoir jusqu'où, si vous voulez, la portée en termes de vérité de ces objets. Alors, un objet qui est évidemment métaphysique, c'est Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu dans la nature? Non. Je vois des tigres, je vois pas souvent des tigres, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais je vois des papillons, je vois toutes sortes de choses, je vois d'autres êtres humains, je vois des objets fabriqués par les hommes, mais Dieu, je n'ai jamais vu. Est-ce que j'ai déjà entendu avec mes oreilles, comme j'entends de la musique qui sort du speaker? Non. Donc, c'est un objet métaphysique. Même chose pour l'esprit ou l'âme. Okay? Donc, si ce qui intéresse Descartes, c'est la question de savoir si l'homme existe véritablement, si Dieu existe véritablement, si les mathématiques sont vraies, et même le monde, est-ce qu'il est réel? Je perçois des choses dans le monde, je perçois des choses de la nature. Mais jusqu'à quel point ces choses sont réelles et vraies? Si je veux la solution à ce problème, je ne peux pas juste me fier sur mes sens. Et vous allez comprendre tantôt pourquoi. Donc, les méditations métaphysiques, c'est une réflexion sur des objets qui se situent au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. Et laissons faire le mot ontologie. C'est grosso modo quelque chose d'extrêmement similaire à la métaphysique. Il nous s'agit d'étudier, dans le fond, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont. Par quoi les choses sont-elles? Voilà. Donc, les méditations métaphysiques constituent une réflexion sur notre faculté de connaître le réel et la vérité. Il faut les considérer comme une expérience de pensée visant à établir la validité de nos jugements. Donc, c'est une expérience de pensée que Descartes va faire, très rationnelle, pour établir à quel point nous pouvons parvenir avec nos croyances, avec nos jugements, à la vérité. Et c'est une expérience de pensée au même titre où Galilée, par une expérience de pensée, avait remis en question la science traditionnelle. Vous vous souvenez de cette expérience de pensée? Si j'attache un éléphant après une plume, à la fois ça tombe plus vite, à la fois ça tombe moins vite. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Okay? Vous voyez, ce sont que des expériences de pensée et c'est exactement ce que va faire Descartes. Mais vous allez voir que c'est une expérience de pensée extrêmement deep, profonde. Okay? Elle est géniale. Alors, avant de la commencer, juste 2 autres citations que vous allez retrouver dans la première méditation. Descartes écrit « Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance et commencer tout de nouveau dès les fondements si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Descartes dit « Depuis que je suis tout petit, on me bourre la tête de conneries.
on me raconte un paquet de choses. Et ça, je pense que tout le monde peut déjà comprendre ça. Parce que moi, c'est fou le nombre de choses que mes parents, ma famille, mes professeurs m'ont dit et qui s'avèrent au fur et à mesure de mon expérience de vie ne pas être vraies. Et j'y pense assez souvent. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'ils me disaient ça alors qu'il n'y a aucune certitude que ce soit ainsi? Okay? Et des fois, je trouve ça dommage. Okay? Puis jusqu'à un certain point, des fois, je me rends compte qu'ils transportent eux aussi des préjugés qu'ils avaient reçus. Okay? Et donc, Descartes dit, si on veut véritablement, et c'est ça, fonder le savoir de manière ferme, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qui est incertain, de tout ce qui est douteux. Je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela, il n'est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait d'un travail infini. Comme je vous disais tantôt, on ne va pas analyser chaque objet. Mais parce que la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Ce que va rechercher Descartes, c'est avoir, pour l'ensemble des opinions que j'ai reçues qui ne sont pas vraies ou pas certaines, je vais voir sur quoi elles reposent. Parce qu'on peut recevoir un ensemble de préjugés et les regrouper, si vous voulez, en catégories et voir qu'elles ont un point en commun, qu'elles partent d'un point en commun. Et ce que va faire Descartes, c'est examiner ces points ou ces bases-là. Et Descartes est vraiment, il est très bon, parce qu'il dit, si je ruine les fondements, ces points-là, tout l'édifice va s'écrouler. Encore une très belle métaphore. Si je retire la base, la maison tombe. Si je retire la base des préjugés, tous les préjugés qui reposaient sur cette base-là vont s'effondrer en même temps. Et c'est en faisant cela que je vais peut-être parvenir à quelque chose d'indubitable et vrai, quelque chose qui va fonder la science.